La file d'attente s'étendait sur la moitié d'un système solaire. Des vaisseaux de toutes formes et de toutes tailles flottaient en formation parfaite, chacun plus beau que le précédent. Le vaisseau trexien ressemblait à une fleur de cristal et d'or. Le vaisseau Pavnati scintillait d'une lumière violette qui pulsait comme un battement de cœur. Le collectif des éclats avait dépêché un vaisseau qui ressemblait à une cathédrale flottante, entièrement faite de vers chantants. C'était le navire pour le sommet de la paix du Conseil galactique. Il avait lieu tous les 100 ans. Toutes les grandes espèces de la galaxie y envoyaient pour leurs plus beaux vaisseaux diplomatiques. C'était le rassemblement pacifique le plus important de l'espace connu. La directrice de la sécurité, Zixatera, observait les écrans depuis son poste de commandement. Elle possédait 6 bras, chacun actionnant un panneau de contrôle différent. Son espèce, les Velkrènes, assurait la sécurité du Conseil depuis 3 siècles. Plus rien ne la surprenait. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Directrice, appela son assistante. Un nouveau vaisseau entre dans la file d'attente. Identifiez-le, répondit Zixatera sans lever les yeux. Des vaisseaux sont arrivés toute la semaine. Il transmet des informations d'identification humaine. Zixterteter leva les yeux. Les humains étaient nouveaux dans la communauté galactique. Le premier contact n'avait eu lieu que 15 ans auparavant. C'était la première fois qu'ils étaient invités au sommet. Le Conseil voulait s'assurer qu'ils étaient prêts à intégrer l'espace civilisé. Bien, dit Zika. À quoi ressemble leur navire diplomatique? La peau de son assistante devint bleuâtre. C'était une réaction de peur. Directrice, ce n'est pas un navire diplomatique, c'est un navire de guerre, un gros. Toutes les alarmes de la tête de Zixelatera se déclenchèrent simultanément. Elle afficha le scan sur son écran principal. Un frisson la parcourut. Le navire était gigantesque. Il était 3 fois plus grand que n'importe quel navire diplomatique en attente. Sa coque, gris foncé, était recouverte d'un blindage. Des sabords d'armes garnissaient ses flancs, tels les dents d'un requin. Des canons à rail, des batteries de missiles, des armes à énergie qu'elle ne parvenait même pas à identifier. Le nom était imprimé en lettres blanches et grasses sur le flanc. UHSV Indomitable. Appelez-moi le président du conseil. Immédiatement, ordonna Zixtura. En quelques minutes, son écran se remplit de visages. Des membres du conseil, représentant des dizaines d'espèces, apparurent, parlant tous en même temps. Le président Moresh, un être d'énergie pure vêtu de robe diplomatique, implora le silence. Que signifie ceci? Tonna la voix de Mesha. Pourquoi un vaisseau de guerre humain se trouve-t-il dans la file d'attente diplomatique? Je n'en sais rien, si j'admets Zixera. Mais le pire est à venir. Je lis leurs signatures énergétiques. Les armes sont en surchauffe. Les réacteurs sont à 70%. Ce vaisseau est prêt au combat. L'écran s'illumina de panique. L'ambassadeur Pavnati se mit à hurler. Le représentant trexien exigea une escorte militaire. Même les archivistes, d'ordinaire si calmes, conservant des cerveaux en bocal, s'inquiétèrent. C'est un acte de guerre, cria quelqu'un. Les humains révèlent leur vraie nature, s'écria une autre voix. Le président Mordesh leva des mains lumineuses pour imposer le silence. Le vaisseau a-t-il fait des gestes menaçants? Zixtor vérifia ses capteurs. Non, ils font simplement la queue. Ils ont transmis leurs informations diplomatiques et ont pris leur place. Ils respectent scrupuleusement tous les protocoles. Saluez-les, ordonna Mordesh. Je veux savoir ce qu'ils croient dans le faire. 6e ouvrit un canal. Vaisseau humain indomptable. Ici la sécurité du Conseil galactique. Veuillez indiquer vos intentions. Un bref silence suivit. Puis une voix féminine humaine se fit entendre, presque ennuyée. Ici le capitaine Samantha Rodriguez, UHSV Indomptable. Nous sommes ici pour le sommet. Nous avons déposé nos dossiers il y a 3 mois. Nous attendons notre tour comme tout le monde. Cette réponse calme ne faisait qu'empirer les choses. Zixatara regarda Mesh, qui semblait aussi perplexe qu'un être d'énergie pouvait l'être. Capitaine Rodriguez. Mesh demanda « Vous savez que c'est un sommet pour la paix ?»« Oui, monsieur. »« Et vous avez amené un navire de guerre ?»« Oui, monsieur. »« Y a-t-il un problème ?» La moitié des membres du conseil se remirent à parler d'un coup.
Le sixième dut en couper le micro à plusieurs. Nous allons en discuter en interne, dit Mordech avec prudence. Veuillez patienter. La communication fut coupée. Aussitôt, le conseil s'emporta dans une dispute. Ils préparent une attaque, insista l'ambassadeur de Pavnati. Pourquoi sinon amener un vaisseau de guerre? C'est peut-être une question culturelle, suggéra l'un des archivistes. Nous devrions nous renseigner sur les coutumes humaines. Aucune coutume n'explique la présence d'armes de guerre à une conférence de paix. Le représentant trexien l'interrompit. Sixa consulta tous les renseignements du Conseil concernant les humains. Le dossier Kessam était plus court qu'elle ne l'avait imaginé, mais profondément inquiétant. L'humanité avait mis fin à sa première guerre interstellaire en 3 mois seulement. 3 mois. La plupart des guerres duraient des décennies. Ils semblaient ignorer la gravité. Leurs vaisseaux étaient capables de manœuvres qui auraient réduit la plupart des espèces en bouillie. L'Indomptable avait son propre dossier. Elle avait survécu à la bataille de la Faille de Proxima, où elle avait tenu tête à une flotte ennemie entière à elle seule. Pendant 6 heures, malgré des chances infimes de succès, le navire aurait dû être détruit en 10 minutes. Au lieu de cela, il était toujours là, dans la file d'attente diplomatique, comme si de rien n'était. Le dossier du capitaine Rodriguez était encore plus intéressant. 42 ans, 20 ans de service militaire, 16 décorés pour bravoure. Pas la moindre mention d'agression ou de désobéissance. Tous ceux qui servaient sous ses ordres lui étaient loyaux jusqu'au fanatisme. Les espèces ennemies la respectaient même en la combattant. Le dossier indique également qu'elle n'avait jamais perdu un membre d'équipage inutilement. Chacune de ses actions militaires était calculée pour minimiser les pertes des deux côtés. Elle était connue pour accepter immédiatement les redditions ennemies et bien traiter les prisonniers. Cela ne correspondait pas à l'hypothèse d'une attaque imminente, mais cela n'expliquait pas non plus la présence d'un navire de guerre à un sommet de paix. « Directrice », dit son assistante à voix basse. « Les autres navires en attente se repositionnent. » Le sixième afficha l'écran tactique. Son assistante avait raison. Tous les navires situés à moins de 500 km de l'Indomitable s'éloignaient lentement. Le vaisseau trexien avait activé ses boucliers. Le vaisseau kilien préactivait ses moteurs supraluminiques, prêts à intervenir au moindre signe de danger. Les humains flottaient là, attendant patiemment. « Il faut prendre une décision », dit Mordech. « Soit on les laisse entrer, soit on ne les laisse pas. » Que disent ces renseignements, les renseignements? Zig-Satara consulta son rapport. Les humains sont déroutants. Ils sont extrêmement doués pour la guerre, terriblement doués. Mais ils ne déclenchent pas les guerres. Ils y mettent généralement fin rapidement. Tous les conflits auxquels ils ont participé étaient soit défensifs, soit destinés à protéger les populations civiles. Ce ne sont donc pas des conquérants. Quelqu'un a demandé « Je ne le pense pas, mais ce sont assurément des guerriers. Et à l'heure actuelle, ils ont un vaisseau de guerre à notre réunion pacifique. » L'ambassadeur Pavnati laissa échapper un grognement de colère. « Je refuse d'assister à un sommet en présence de ce vaisseau. Mon peuple se souvient encore des ravages causés par les armes humaines sur notre flotte. » « Votre flotte a attaqué une colonie humaine, » fit remarquer calmement l'archiviste. « Les archives historiques sont claires. Là n'est pas la question. Le problème, c'est qu'ils ont déployé une force écrasante lors d'un événement diplomatique. » Mèche, plongé dans ses pensées, s'assombrit. C'est peut-être précisément le but. Peut-être essaie-t-il de faire passer un message. Mais quel message? Personne n'avait la réponse. Le Conseil avait déjà eu affaire à des espèces agressives. Il disposait de protocoles pour les menaces et les ultimatums. Mais les humains ne menaçaient personne. Ils n'exigeaient rien. Ils attendaient simplement, patiemment, avec une puissance de feu suffisante pour raser une planète. Il fallait analyser leurs vaisseaux en profondeur. Mord donna l'ordre. « Je veux tout savoir. L'effectif de l'équipage, l'état des armes, ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner. Tout.
Xterra hésita. Techniquement, c'est une violation des protocoles diplomatiques. S'il le détecte, faites-le quand même. Je dois savoir si nous sommes en danger. L'analyse approfondie dura 3 minutes. Les résultats firent battre le cœur de Xterra à tout rompre. Équipage de 800, lut-elle à voix haute, tous à leur poste. 300 sont des marines de combat. Les armes sont chargées mais non pointées. Les boucliers sont en veille. Les systèmes de défense rapprochés sont actifs. Les réacteurs peuvent atteindre leur pleine puissance en 90 secondes. Ils sont prêts au combat. Quelqu'un murmura, mais ils ne vont pas provoquer un combat. Sixtra ajouta, c'est une posture défensive, pas offensive. Ils sont prêts à répondre aux menaces, pas à en créer. Quelle est la différence? Demanda l'ambassadrice Pavnati. Sixte observa le vaisseau sur son écran. Il flottait dans l'espace, tel un prédateur endormi. D'une beauté terrifiante. La différence, dit-elle lentement. Ce vaisseau agressif est-il à la chasse? Les vaisseaux défensifs attendent. Ce vaisseau attend. Mais quoi? Demanda Mèche. Personne ne répondit. Le vaisseau de guerre humain flottait simplement dans la file d'attente diplomatique. Patient et mortel comme une épée lors d'un mariage. Présent, mais non dégainé. Prêt, mais non armé. Et c'était là, paradoxalement, la chose la plus terrifiante. La division du renseignement du Conseil travailla toute la nuit. Leur mission était simple, mais terrifiante. Découvrir les plans des humains. L'analyste en chef Créon n'avait jamais été aussi stressé de toute sa longue vie. C'était un Mtodonia, une espèce réputée pour son calme et sa logique, mais les données qui s'offraient à lui étaient tout sauf calmes. Montrez-moi tout ce que nous avons sur les opérations militaires humaines, ordonna-t-il à son équipe. Les fichiers apparurent sur les écrans tout autour de lui. Ils étaient peu nombreux. L'humanité n'était présente dans l'espace que depuis 15 ans, mais chaque action militaire était consignée avec des détails troublants. Le premier dossier concernait l'incident de la station Kessler, une station minière située à la frontière humaine. Les Pavnati la considéraient comme faisant partie de leur territoire et l'attaquèrent sans avertissement. 3 civils humains périrent lors de la première attaque. La riposte humaine fut rapide et brutale. 2 destroyers humains arrivèrent en quelques heures. La flotte Pavnati était 10 fois plus importante. La bataille aurait dû durer des jours. Elle dura 47 minutes. Les vaisseaux humains se déplaçaient d'une manière inédite pour Créon. Ils utilisaient la gravité des planètes voisines comme des frondes. Ils tiraient en effectuant des virages qui auraient dû tuer tout l'équipage. Ils prirent d'abord pour cible le vaisseau amiral Pavnati, coupant toute communication. Puis ils détruisirent les moteurs, et non les réacteurs. Ils mirent les vaisseaux hors service au lieu de les détruire. Lorsque l'amiral Pavnati tenta de se rendre, les humains acceptèrent immédiatement. Ils fournirent même une assistance médicale au vaisseau Pavnati endommagé. Efficace, murmura Créon, effroyablement efficace. Le dossier suivant était pire encore. La bataille de l'aile de la Faille de Proxima. La flotte d'invasion Krell avait tenté de conquérir un groupe de colonies humaines. 200 vaisseaux de guerre Krell contre 12 vaisseaux humains. Les humains savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner, alors ils n'ont pas essayé. Au lieu de cela, ils ont évacué les civils. Le vaisseau de l'indomptable capitaine Rodriguez est resté seul. Sa mission était simple avec le temps. Retenir les 200 vaisseaux de guerre suffisamment longtemps pour que l'évacuation soit terminée. Les analystes militaires affirmaient que c'était impossible. L'indomitable aurait dû être détruite en quelques minutes. Mais le capitaine Rodriguez avait d'autres plans. Elle utilisa le champ d'astéroïdes, les débris de vaisseaux détruits, et envoya de faux signaux pour tromper les capteurs ennemis. Elle fit croire aux Krell qu'il y avait plus de vaisseaux humains qu'il n'y en avait réellement. Pendant 6 heures, elle a fait courir 200 navires de guerre après des ombres, tandis que le véritable vaisseau continuait d'avancer, de combattre et de survivre.
Lorsque les Krell ont enfin compris la supercherie, les civils étaient sains et saufs. L'indomptable était endommagé, mais toujours en combat. À l'arrivée des renforts humains, les Krell ont battu en retraite. Ils avaient perdu 30 navires en tentant d'en rattraper un seul. On proposa des médailles au capitaine Rodriguez. Elle les refusa. Elle expliqua qu'elle ne faisait que son travail. Kerven consulta d'autres dossiers. Le schéma était clair. Les humains ne déclenchaient pas les guerres, mais lorsqu'elles les atteignaient, ils y mettaient un fin rapidement. Ils combattaient intelligemment, pas seulement avec acharnement. Ils respectaient leur propre vie, et même celle de leurs ennemis. Mais ils refusaient catégoriquement de perdre. « À quoi avons-nous affaire ?» demanda l'un des assistants de Creil. « À une espèce qui connaît la guerre sur le bout des doigts, les Crélis. Ils ne se battent ni pour la gloire, ni pour un territoire. Ils se battent pour protéger ce qui leur appartient. Et ils y excellent. Alors, que veulent-ils au sommet ?» C'était la question qui hantait Créon. Il consulta les journaux de communication. Les humains avaient déposé leur lettre de créance diplomatique exactement comme on leur avait demandé. Ils avaient respecté toutes les règles. Ils avaient pas fait preuve d'une politesse irréprochable, mais ils avaient tout de même envoyé un vaisseau de guerre. Craven ouvrit le dossier de l'ambassadrice Lyra Chen. Elle était la représentante diplomatique humaine. Âgée de 73 ans, elle avait été professeure d'université avant de devenir ambassadrice. Sa spécialité était la résolution des conflits. Son dossier témoignait de 17 négociations fructueuses. Elle était réputée pour sa bienveillance et sa fermeté. Il était également précisé qu'elle n'avait jamais négocié en position de faiblesse. Elle veillait toujours à ce que son camp dispose d'options, de force et d'un levier d'action. Et à cet instant précis, son atout principal était l'indomptable. « Ils ne sont pas là pour attaquer », déclara soudain Créon. « Ils sont là pour faire passer un message. Lequel ? Qu'on ne peut pas les ignorer. Qu'on ne peut pas les intimider. Que s'ils rejoignent la communauté galactique, c'est en tant qu'égaux. » Son assistant parut dubitatif. « C'est une façon bien agressive de faire passer le message. » « Peut-être, » dit CN. « Ou peut-être que c'est simplement la façon de penser des humains. » Il consulta un dossier sur la culture humaine. Il était mince. La plupart des informations provenaient de conjectures et d'observations glanées lors de brefs contacts. Mais une section attira son attention. Elle traitait de l'histoire humaine. Les humains avaient passé toute leur existence à se combattre. Les guerres sur leur planète d'origine étaient incessantes. Ils avaient développé des armes capables de détruire leur monde entier à plusieurs reprises. Ils avaient failli les utiliser, mais ils ne l'avaient pas fait. Au lieu de cela, ils en avaient tiré une leçon. Le document l'intitulait « La paix par la force ». L'idée était simple. Si chacun possédait des armes, la peur de se battre s'abattrait sur tous. Rendre la guerre si terrible que personne n'en voudrait. Cela avait failli les anéantir, mais finalement, ça a fonctionné. Lorsque les humains se sont enfin unis et ont conquis l'espace, ils ont emporté cette philosophie avec eux. Ils fabriquent des armes pour éviter la guerre, dit lentement Créon. Ils font preuve de force pour éviter d'avoir à y recourir. C'est de la folie, rétorqua son assistant. C'est humain, corrigea Craven. De retour à la station du Conseil, la tension montait. D'autres vaisseaux arrivaient pour le sommet. Chacun remarqua le vaisseau de guerre humain dans la file d'attente. Chacun envoya des messages paniqués à la sécurité du Conseil. Zixata recevait des plaintes d'une vingtaine d'espèces. L'harmonie kilienne exigeait le départ des humains. Les méthodiens suggéraient des protocoles de quarantaine. Le collectif des éclats se demandait s'il devait partir définitivement. Une seule espèce ne se plaignait pas. Les archivistes, ces cerveaux flottants qui étudiaient tout, étaient fascinés. « C'est remarquable », déclara leur porte-parole. « Nous assistons à un premier contact, non pas physique, mais philosophique. Ce n'est pas constructif, » rétorqua Sixte. « Elle était fatiguée et stressée, n'est-ce pas ?» L'archiviste répondit.
Imaginez que nous ayons invité les humains à nous envoyer leur meilleur vaisseau. Ils nous ont envoyé un navire de guerre. Qu'est-ce que cela nous apprend? Qu'ils préparent quelque chose ou qu'à leurs yeux, un navire de guerre représente leur plus grande réussite. Réfléchissez-y. Nous construisons de magnifiques navires diplomatiques pour témoigner de notre engagement en faveur de la paix. Ils construisent de puissants navires de guerre pour la même raison. Zixtera s'arrêta. C'était une réflexion intéressante. Vous voulez dire qu'ils voient ce navire comme une offrande de paix? Je dis plutôt qu'ils pourraient le considérer comme leur plus grand accomplissement. Et c'est peut-être le cas. Voyez son palmarès. Combien de vies a-t-il sauvées? Combien de colonies a-t-il défendues? Combien de guerres a-t-il mises fin? Zix a consulté l'historique de service de l'Indomptable. 17 engagements majeurs. Aucun civil à déplorer du côté humain. Perte minimale du côté ennemi. 3 missions humanitaires. Un premier contact qui a mal tourné, désamorcé sans un seul coup de feu par les Indomptables. C'est un vaisseau gardien, poursuivit l'archiviste. Ils n'ont pas envoyé un prédateur à notre sommet. Ils ont envoyé un protecteur. Un protecteur suffisamment armé pour raser une planète, fit remarquer Zixt. Oui, car pour eux, protection et puissance sont synonymes. On ne peut protéger ce qu'on ne peut défendre. On ne peut se défendre sans puissance. Zixa réfléchit. C'était étrangement logique. Les humains avaient évolué sur un monde dangereux. Ils s'étaient abattus pour tout ce qu'ils possédaient. Bien sûr, ils pensaient n'empêcher que la protection exigeait de la force, mais cela ne rassurait pas pour autant les autres espèces. Monsieur, intervint l'un de ses assistants. Nous recevons de nouvelles données de l'Indomptable. De quel genre de données s'agit-il? Rien d'inquiétant. Le navire fonctionne normalement. L'équipage prend ses repas et se relaie pour dormir. Quelqu'un passe de la musique dans une des salles de l'épave. Il se comporte comme si de rien n'était. Sixte consulta les images internes. Son assistante avait raison. Les humains vivaient simplement leur vie, vaquant à leurs occupations quotidiennes. Un officier faisait des mots croisés, un autre s'entraînait à la salle de sport. Le capitaine Rodriguez était dans ses quartiers, plongé dans un livre. Ils ne se préparaient pas au combat. Ils attendaient patiemment, comme s'ils avaient tout leur temps. Ils ne pensent vraiment pas mal. Agir? Dit Zixtera avec étonnement. Non, approuva l'archiviste. Pour eux, c'est normal, voire attendu. Ils ont été invités à un sommet, ils ont envoyé ce qu'ils considèrent comme leur meilleur représentant. Que ce soit un vaisseau de guerre leur est totalement indifférent. Le nom du président Moresh apparut sur l'écran de Zixt. Rapport. Zixt prit une inspiration. Je ne pense pas qu'ils soient là pour attaquer. Je crois qu'il s'agit d'un malentendu culturel, un gros malentendu. Expliquez-moi. Elle partagea les dossiers de crayon et la théorie de l'archiviste. Moresh écouta en silence. Donc, vous dites qu'ils estiment qu'amener un navire de guerre est approprié? Demanda Moresh. Je dis qu'ils ne le perçoivent peut-être pas comme un navire de guerre. Ils pourraient le considérer comme leur plus grande réussite, leur plus beau vaisseau, ce qui correspond exactement à ce que nous avions demandé. Moresh, pensif, s'assombrit. Alors, il faut leur parler. Vraiment leur parler. Pas de protocole de sécurité, pas de salutation formelle. Nous devons comprendre ce qu'ils pensent faire ici. Et si la réponse ne nous convient pas, dit Mesh d'un ton sombre, nous devrons décider si nous sommes prêts à signifier à une espèce voyageant à bord de ce vaisseau qu'elle n'est pas la bienvenue dans notre communauté. Personne ne souhaitait avoir à transmettre ce message. 8 heures s'étaient écoulées depuis l'arrivée de l'Indomptable. Le Conseil avait débattu, argumenté et analysé. Il était temps d'agir. Le fauteuil mèche flottait au centre de la salle du Conseil. Autour d'eux, des représentants holographiques de toutes les espèces majeures observaient avec une attention nerveuse. Cette diffusion serait assurée par tous les canaux. Chaque vaisseau en attente la verrait. La galaxie entière entendrait la suite des événements. « Ouvrez un canal vers le vaisseau humain », ordonna Mesh. Toute fréquence.
Je veux que tout le monde en soit témoin. » L'écran s'illumina. Le capitaine Rodriguez apparut, toujours en uniforme. Elle semblait calme, presque détendue. Cela ne fit qu'accroître ma nervosité. Le capitaine Rodriguez Mèche commença à faire pulser son champ énergétique avec autorité. « Nous avons délibéré sur votre présence. Votre choix d'amener un vaisseau de guerre à ce sommet de la paix est sans précédent. Il est inacceptable. Cela va à l'encontre de l'esprit de cette réunion. » Rodriguez haussa légèrement un sourcil. « Cela enfreint-il des règles ?» La question prit Mordech au dépourvu. « Quelles règles ? Le règlement que vous nous avez envoyé, en avons-nous enfreint une ?» Zixtera consulta rapidement le protocole diplomatique. À contre-cœur, elle devait l'admettre, mais non. Les humains avaient scrupuleusement respecté toutes les règles. Ils avaient rempli les formulaires, utilisé les bons codes, attendu au bon endroit. « Ce n'est pas la question, » dit Mèche. « Allez, question, monsieur. Je crois que c'est justement là le problème. » L'interrompit Rodriguez. Sa voix était polie, mais ferme. « Vous nous avez invités. Nous avons accepté. Nous avons suivi vos protocoles. Si vous vouliez autre chose, vous auriez dû le préciser. » L'ambassadrice Pavnati ne put se contenir plus longtemps. « Vous avez amené un navire de guerre à un sommet de paix. Quel est l'intérêt ?» Rodriguez se tourna vers la Pavnati. Son expression resta inchangée, mais une lueur glaciale traversa son regard. « Ambassadrice, lors de notre dernière rencontre, votre flotte a ouvert le feu sur une station minière civile. Sans avertissement, sans provocation, 3 des miens ont péri, dont une fillette de 6 ans. » Le Pavnat aplatit son plumage. C'était une erreur. Un commandant local. « Une erreur, » dit Rodriguez d'un ton neutre. « Je vois. Donc, quand votre espèce fait des erreurs, c'est compréhensible. Mais quand la mienne prend des précautions raisonnables, c'est nous la menace. Intéressant. 2 poids, 2 mesures. Ce n'est pas ce que je... Capitaine Rodriguez. » Mèche l'interrompit, tentant de reprendre le contrôle. « Concentrons-nous. Vous êtes à bord d'un navire de guerre. Ceci est un rassemblement organisé pour la paix. Vous ne voyez pas la contradiction ?» Pour la première fois, Rodriguez parut véritablement perplexe. « Non, monsieur. Honnêtement, je ne vois aucune contradiction. » Un silence s'installa sur le détroit. Chaque espèce attendait la suite des propos de l'humain. Rodriguez détourna le regard du champ de vision un instant, comme pour consulter quelqu'un. Puis elle soupira. « Bon, je crois qu'il nous faut aborder un autre sujet. Je vais faire venir l'ambassadrice Chen. Elle est bien plus douée que moi pour expliquer les choses. » L'écran se divisa. Une femme âgée apparut aux côtés de Rodriguez. Petite, avec des cheveux blancs et des rides autour des yeux, elle était de petite taille. Elle avait l'air d'une grand-mère bienveillante. Elle portait une robe diplomatique qui semblait trop grande pour elle. « Monsieur le président Mordech, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Mesdames et messieurs les conseillers, merci de votre patience. Je crois qu'il y a un malentendu culturel. Puis-je vous poser une question ?» Mèche fut déstabilisé par sa douceur. « Bien sûr. Lorsque vous avez envoyé l'invitation, vous avez demandé l'envoi de notre plus beau navire. » Qu'entendiez-vous par là ? « Notre plus beau navire diplomatique, » précisa Mordech. « Un navire symbolisant des intentions pacifiques. »« Je vois, » dit Chen. « Et à quoi ressemble un tel navire ?» demanda le représentant trexien. « Magnifique, orné, légèrement armé ou pas armé du tout. Un navire qui témoigne de la confiance dans la nature pacifique de cette assemblée. » Chen acquiesça lentement. « Donc, un navire qui représente l'espoir, la confiance, la conviction que chacun ici aspire à la paix. » Exactement. Plusieurs membres du conseil s'exclamèrent à l'unisson. « C'est charmant, » dit Chen sincèrement. « Vraiment, et je comprends que notre choix vous ait dérouté. Mais voyez-vous, les humains ont chacun leur propre définition du plus beau navire. » Capitaine Rodriguez, pourriez-vous nous expliquer ? Rodriguez s'éclaircit la gorge. « L'Indomitable est notre plus beau navire de par ce qu'il représente.
Ce navire a sauvé 4 millions de vies. Il a évacué des colonies lors de catastrophes, acheminé des fournitures médicales à travers des zones de guerre, protégé des navires civils contre les pirates et, oui, combattu lorsque cela était nécessaire, mais toujours pour protéger les innocents. Ce vaisseau, ajouta Chen d'une voix douce, incarne la plus grande force de l'humanité. Non pas les armes, ni l'armure, mais l'engagement à protéger ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes. La volonté de s'interposer entre le danger et l'innocence. L'ambassadeur Kilian laissa échapper un son perplexe. Mais ça reste une arme. Oui, acquiesça Chen, car la protection exige de la puissance. On ne peut défendre ce pourquoi on ne se bat pas. On ne peut maintenir la paix sans l'imposer. Vous admettez donc être venu nous menacer demanda l'ambassadeur de Pavnat. Non, répondit sèchement Rodriguez. Nous sommes venus vous montrer qui nous sommes. Ce vaisseau incarne les valeurs humaines. Nous chérissons la paix, mais aussi la force nécessaire pour la préserver. Ces deux notions sont indissociables. Chen se pencha légèrement en avant. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a 300 ans, sur Terre, l'humanité a construit des armes capables de détruire notre planète entière. Nous avons failli les utiliser. La peur était omniprésente. Chacun possédait des armes. Chacun pensait que cela garantirait sa sécurité. Et cela a-t-il été le cas demanda l'archiviste, sincèrement intéressé. Finalement, dit Chen, après avoir failli nous autodétruire, nous avons appris une leçon importante. La paix ne naît pas de la faiblesse. Elle ne s'acquiert pas en espérant que tout le monde soit gentil. Elle naît de la force de chacun, rendant la guerre absurde. C'est une philosophie violente, murmura Mèche. Vraiment demanda Chen. Où est-elle réaliste? Regarde ton histoire, président. Combien d'espèces ont rejoint le Conseil après avoir été conquises? Combien l'ont rejoint parce qu'elles étaient faibles et avaient besoin de protection? Et combien l'ont rejoint parce qu'elles étaient assez fortes pour être respectées? Mèche ne répondit pas. Inutile. Tout le monde connaissait la réponse. Chen poursuivit. L'indomptable est ici car elle représente tout ce que l'humanité a appris sur la paix. Nous avons tenté la paix par la faiblesse. Nous avons tenté la paix par l'isolement. Nous avons tenté la paix par la reddition. Rien n'a fonctionné. Ce qui a fonctionné, c'est d'être suffisamment fort pour que les autres y réfléchissent à 2 fois avant de nous combattre, et suffisamment bienveillant pour qu'ils préfèrent comment collaborer avec nous. Vous dites que la force fait le droit, a lancé quelqu'un. Non, a rétorqué Rodriguez. Je dis que la force rend possible. L'indomptable a le pouvoir de détruire des flottes entières. Nous l'avons prouvé. Mais nous utilisons ce pouvoir pour protéger, non pour conquérir, pour défendre, non pour attaquer. Ce vaisseau n'est pas là pour vous menacer. Il est là pour vous montrer que l'humanité choisit la paix, même lorsqu'elle a le pouvoir de choisir la guerre. La salle du Conseil s'est enflammée. La moitié des membres ont été indignés. L'autre moitié était pensive. Morèche rétablit l'ordre. C'est encore très inhabituel, dit Mèche. Vous devez comprendre nos inquiétudes. De nombreuses espèces, ici, ont été victimes de vaisseaux de guerre agressifs. Elles voient votre vaisseau et elles ont peur. Le visage de Chen s'adoucit de compassion. Je comprends. La peur est justifiée. Mais permettez-moi de vous poser cette question. Au cours des 15 années écoulées depuis que l'humanité a rejoint la communauté galactique, avons-nous déclenché une seule guerre? Zixa consulta les archives. Non. Avons-nous conquis un seul territoire? Non. Avons-nous rompu un seul traité ou violé un seul accord? Non, admit Zixa. Chen écarta les mains. Alors jugez-nous sur nos actes, et non sur vos craintes. Oui, nous avons amené un navire de guerre, mais nous avons été sollicités pour 12 conflits, comme mercenaires ou alliés. Savez-vous combien nous en avons accepté? 3, répondit Créon depuis son poste d'analyse. Il avait écouté attentivement. Seulement 3. Tous des cas concernant la défense des populations civiles. Exact. Chen ajouta. Nous avons refusé 9 contrats de guerre très lucratifs, car nous n'adhérions pas à la cause. Nous ne combattons que pour la protection, pour la justice, pour les bonnes raisons.
Comme c'est pratique que vous décidiez vous-même des bonnes raisons, lança l'ambassadeur Pavnati avec amertume. Rodriguez serra les dents. Vous avez raison, c'est pratique. C'est aussi honnête. Nous ne cachons pas nos valeurs. Nous ne dissimulons pas qui nous sommes. Ce vaisseau à l'extérieur de votre station, c'est nous. Puissant, oui. Dangereux, absolument, mais destiné à protéger, non à détruire. À moins que quelqu'un ne vous menace, fit remarquer Mèche. À moins que quelqu'un ne menace l'innocence, corrigea Rodriguez. Il y a une différence. Nous ne nous battons pas pour nous-mêmes, nous nous battons pour ceux qui ne peuvent pas se battre eux-mêmes, ajouta Chen d'une voix calme. L'indomptable a une règle que chaque membre d'équipage connaît par cœur. Elle est peinte dans le couloir principal. Voulez-vous savoir ce que cela dit? Le conseil attendit. La paix n'est pas l'absence de pouvoir, c'est le choix de ne pas l'utiliser. Ces mots restèrent en suspens. Un long silence s'installa. Finalement, l'un des archivistes rompit le silence. Fascinant. Vous avez élaboré une philosophie où la force et la paix ne sont pas opposées, mais complémentaires. Où la capacité de violence devient la garantie de la paix. Exactement, dit Chen, soulagé que quelqu'un comprenne. C'est toujours effrayant, admit Mèche. En gros, vous dites que vous pourriez tous nous conquérir si vous le vouliez. Pourrions-nous le faire? Demanda Rodriguez. Peut-être, peut-être pas. Mais nous ne le voulons pas. C'est là le point crucial. Nous avons le pouvoir. Nous choisissons la paix. Chaque jour, nous faisons ce choix. Et nous sommes censés avoir confiance que vous continuerez à faire ce choix. L'ambassadeur Kilian a posé la question. Oui, a simplement répondu Chen. Car la paix exige la confiance. Vous nous demandez de croire que vous ne nous attaquerez pas. Nous vous demandons la même chose. La différence, c'est que nous avons sorti l'épée de la table pour que vous la voyiez. Ainsi, vous savez exactement à quoi vous attendre avec l'humanité. Aucune surprise, aucune arme cachée. Voilà qui nous sommes. Le champ énergétique de Mèche vacilla. Le conseil se réunit à huis clos. Pas de caméra, pas d'enregistrement, juste les membres principaux tentant de comprendre ce qu'ils venaient d'entendre. Ils sont soit brillants, soit fous. Le représentant trexien déclara « Je n'arrive pas à me décider. Peut-être les deux. » L'archiviste a suggéré que l'histoire humaine montrait une espèce ayant survécu grâce à une intelligence et une agressivité à parts égales. Zixterteder a affiché davantage de données sur ses écrans. Elle avait approfondi ses recherches sur la culture humaine pendant la conversation. Ce qu'elle a découvert était à la fois troublant et instructif. « Regardez ça », a-t-elle dit en partageant les fichiers. L'art humain, leurs récits, leurs images de divertissement remplissaient donc les écrans. Des humains en armure protégeant les autres. Des humains qui combattent des monstres. Des humains qui se dressent entre le danger et l'innocence. Sans cesse, le même thème. Ce sont des héros, pas des conquérants. Zixa expliqua « Ce sont des protecteurs, des guerriers, certes, mais des guerriers qui se battent pour les autres. Regardez ces anciennes légendes de la Terre. Des chevaliers protégeant les villages, des soldats défendant les foyers, des super-héros sauvant les villes. Le schéma est clair. Ils ont donc été élevés au son des récits de nobles guerriers. Mèche a dit que cela expliquait leur philosophie, mais pas pourquoi ils avaient amené un vaisseau de guerre ici. Cré a pris la parole depuis son poste d'analyse. En fait, si. Si toute leur culture célèbre les guerriers protecteurs, alors leur plus beau navire militaire serait le symbole ultime de cet idéal. Pour eux, l'indomptable n'est pas une arme, c'est un gardien, un protecteur, l'incarnation même de leurs valeurs les plus élevées. L'ambassadeur Pavnati laissa échapper un grognement de colère. « Ce ne sont que des mots. Ce vaisseau peut encore détruire des planètes, mais il ne le fait pas », fit remarquer l'archiviste. C'est ce qu'ils essaient de nous dire. Le pouvoir existe, c'est le choix de ne pas l'utiliser qui compte. Je ne leur fais toujours pas confiance, dit Pavnati. Personne ne te demande de leur faire confiance pour l'instant, répondit Mèche.
On nous demande si on les comprend, et je commence à penser que non, pas du tout. Un autre fichier apparut à l'écran. Voilà quelque chose d'intéressant. Des négociations humaines. J'ai analysé toutes leurs interactions diplomatiques. Il y a un schéma. Elle montra les données. Dans chaque négociation, les humains étaient préparés. Ils apportaient des informations, des options et du pouvoir. Mais ils savaient aussi écouter. Ils faisaient des compromis quand c'était judicieux. Ils cédaient du terrain sur des points mineurs pour en gagner sur des points majeurs. Ce sont de bons négociateurs, admis à contre-cœur l'ambassadeur Killian. Mieux que ce à quoi nous nous attendions pour une espèce aussi jeune. Parce qu'ils dissocient le pouvoir de l'action, expliqua Krieven. Prenez cet exemple. Le différend commercial M-todien. Les humains avaient été des motifs légaux pour saisir les navires marchands M-todiens. Ils en avaient la puissance militaire. Mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils ont négocié. Ils ont trouvé une solution avantageuse pour les deux parties. Ils avaient fait le pouvoir, mais ils ont choisi de ne pas l'utiliser, dit Mesh lentement. Exactement. C'est toute leur philosophie. Avoir le pouvoir, choisir de ne pas l'utiliser. Rendre ce choix visible pour que chacun comprenne qu'il s'agit d'un choix et non d'une faiblesse. Siksata ouvrit un autre fichier. Voici un rapport du collectif des éclats. Ils ont analysé la doctrine militaire humaine. La conclusion était inattendue. Elle lut à voix haute. Les forces humaines sont entraînées à la désescalade chaque fois que cela est possible. Le recours à la force létale est un dernier recours et non une première option. Les membres d'équipage sont évalués non seulement sur leur performance au combat, mais aussi sur les décisions qu'ils prennent sous pression. Les officiers qui résolvent les problèmes sans violence sont promus plus rapidement que ceux qui utilisent la force inutilement. Ils entraînent leurs guerriers à éviter la guerre, dit l'archiviste avec étonnement. C'est remarquable? C'est contradictoire, insista l'ambassadeur Pavnati. Vraiment? Demanda Mesh. Ou est-ce la conclusion logique d'une espèce qui comprend trop bien la guerre? Une demande de communication parvint. C'était l'ambassadeur Chen qui souhaitait s'entretenir à nouveau avec le conseil. Mesh accepta. Chen apparut à l'écran, toujours aussi bienveillante. Présidente Moresh, messieurs les conseillers, merci de votre temps. Je sais que c'est un peu compliqué. Je me demandais si je pouvais vous aider en partageant quelque chose de personnel. Je vous en prie, dit Mesh. Chen s'installa dans son fauteuil. J'ai 73 ans. Je suis né pendant ce que nous appelons les guerres d'unification, les derniers grands conflits sur Terre avant notre départ pour l'espace. J'avais 6 ans lorsque ma ville a été attaquée. Je me souviens m'être caché dans une cave tandis que les immeubles explosaient au-dessus de nous. Elle marqua une pause, le regard perdu dans ses souvenirs. Un soldat nous a trouvés. J'étais terrifié. Il portait une armure complète et des armes plus grosses que moi. J'ai cru qu'il allait nous tuer. Au lieu de cela, il m'a pris dans ses bras, m'a enveloppé dans sa veste et m'a mis en sécurité. Il a été blessé par balle en le faisant. Il a reçu 3 balles qui m'étaient destinées. Personne n'est intervenu. Il s'appelait Marcus Chen. Il est devenu mon père. Il m'a adopté après la mort de mes parents biologiques lors de l'attaque. Il m'a appris une chose importante. Il dit « La puissance ne se mesure pas à ce que l'on peut détruire, mais à ce que l'on peut protéger. » Il ajouta « La force a pour but de libérer les autres de la peur. » La voix de Chen se fit plus forte. Voilà ce que représente l'indomptable. Voilà ce que représente chaque navire de guerre humain. Oui, nous les avons construits pour combattre, mais nous les avons construits pour que moins de gens aient à se battre, pour que les civils puissent dormir en sécurité, pour que les enfants puissent grandir sans peur. Votre père semble avoir été un homme bien, dit Mesh d'une voix douce. Il l'était, et il n'était pas un cas isolé. C'est ce que j'essaie d'expliquer. La culture militaire humaine est axée sur la protection. On enseigne à nos guerriers que leur mission est de rendre la guerre inutile. Être si fort que les autres choisissent la paix, être si compétent que les autres n'aiment pas à l'être.
Rodriguez est apparu à l'écran, aux côtés de Chen. Mon équipage sait que nous disposons d'une puissance de feu suffisante pour détruire des flottes. Ils savent aussi qu'utiliser cette puissance de feu est synonyme d'échec, non de réussite. Notre mission n'est pas de combattre, c'est de rendre le combat inutile. Quand l'indomptable pénètre dans un système, les pirates fuient. Les esclavagistes se cachent. Les espèces agressives y réfléchissent à on a deux fois, non pas parce que nous les attaquons, mais parce qu'elles savent que nous en sommes capables. La dissuasion, dit Créon. Toute votre philosophie militaire repose sur la dissuasion. Exactement, confirma Rodriguez. Nous préférons être craints et ne jamais combattre, plutôt que d'être sous-estimés et devoir faire nos preuves. Chaque bataille que nous livrons est un échec de la dissuasion. Nous préférons gagner sans combattre. L'archiviste était en extase. C'est conforme à la philosophie de la Terre antique. J'ai accès à des textes historiques humains. Un stratège nommé Sun Tzu a écrit « L'art suprême de la guerre est de soumettre l'ennemi sans combattre. Vous avez bâti une culture militaire autour de ce principe. Nous avons tout essayé d'autre. » Dit Chen d'un ton triste. Pacifisme, apaisement, isolement. Rien de tout cela n'a fonctionné face à une véritable agression. La seule chose qui a fonctionné, c'est d'être suffisamment fort pour que les agresseurs choisissent de nous laisser tranquilles. Non pas parce qu'ils nous aimaient, mais parce qu'ils craignaient le prix d'un combat. Et vous avez apporté cette philosophie ici, a déclaré Moresh lors de notre sommet pacifique. Oui, a confirmé Chen. Parce qu'il faut comprendre qui sont les humains. Nous ne sommes pas une espèce qui fait de vaines promesses. Quand nous disons vouloir la paix, nous le pensons vraiment. Mais nous ne sommes pas non plus une espèce qui se laissera faire. Nous nous défendrons, nous et nos alliés, de toutes nos forces. Rodriguez a ajouté « L'indomptable est là parce qu'elle incarne la vérité sur l'humanité. Nous sommes puissants. Nous sommes capables de destructions terribles, mais chaque jour, nous choisissons d'être bâtisseurs plutôt que destructeurs, protecteurs plutôt que prédateurs. » Le vaisseau illustre ces deux aspects. Certaines espèces y verront une menace, déclara l'ambassadeur Killian. Oui, acquiesça Chen. C'est certain. Et honnêtement, si une espèce aperçoit l'indomptable et se dit « mieux vaut ne pas attaquer les humains », alors le vaisseau aura rempli sa mission. Mais si une espèce aperçoit l'indomptable et pense que l'humanité serait une bonne alliée, c'est encore mieux. Vous voulez que nous vous craignions et vous respections en même temps. L'ambassadeur Pavnati a dit « Non », a corrigé Rodriguez. Nous voulons que vous nous respectiez parce que vous comprenez ce dont nous sommes capables, mais aussi parce que vous comprenez que nous ne l'utiliserons pas contre vous, à moins que vous ne nous y contraigniez. La peur s'estompe. La compréhension demeure. Mèche resta longtemps silencieux. Ils posèrent alors la question que tout le monde se posait. Que se passera-t-il si nous refusons? Si nous décidons que les indomptables ne peuvent pas participer au sommet? Chen et Rodriguez échangèrent un regard. Rodriguez répondit le premier. Alors nous partirons pacifiquement. Nous déposerons une plainte officielle et demanderons des éclaircissements sur les règles exactes que nous avons enfreintes. Exigez des protocoles, plus précis la prochaine fois. Nous ne ferons pas d'esclandre. Nous ne menacerons personne. Nous partirons, tout simplement. Et puis Mèche a insisté. Chen a pris le relais. Et l'humanité devra alors décider de la signification de votre rejet. Ne sommes-nous pas assez civilisés à votre goût? Pas assez pacifiques? Pas de la bonne espèce. Nous devrons évaluer ce que signifie être membre du Conseil, et si nous voulons faire partie d'une communauté qui nous rejette pour notre honnêteté quant à notre nature. Vous quitteriez le Conseil? Demanda Zixa, stupéfaite. Nous réfléchirions à nos options, répondit Chen avec prudence. Nous voulons faire partie de la communauté galactique, mais pas au prix de devoir prétendre être ce que nous ne sommes pas. Si le Conseil exige de ses membres qu'ils dissimulent leurs forces, qu'ils se fassent passer pour inoffensifs, qu'ils correspondent à une conception bien précise de la paix, alors ce n'est pas une communauté dont nous pourrons être des membres honnêtes. Rodriguez se pencha en avant. Voici ce que vous devez comprendre. L'humanité a des ennemis. Des espèces qui rêvent de conquérir l'espace humain, de s'emparer des ressources humaines et de réduire les populations en esclavage.
Si elles ne le font pas, c'est uniquement grâce à des vaisseaux comme l'Indomptable. Si nous dissimulons notre armée, si nous feignons la faiblesse, si nous envoyons de jolis vaisseaux diplomatiques sans aucune force, ces ennemis y verront une invitation, et alors la guerre éclatera. Conclut Chen. Une vraie guerre, pas des menaces, pas de dissuasion, de véritables combats. C'est exactement ce qu'Eva recherchait. Le vote était prévu à l'aube, heure locale. Chaque membre du Conseil devait se prononcer. Autoriser les Indomptables à participer au sommet ou rejeter la présence humaine. Zixte Tara n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Elle avait passé la nuit à tout repasser en revue. L'histoire humaine, la culture humaine, les actions militaires humaines. Le tableau qui se dessinait était complexe. Les humains étaient des guerriers, c'était indéniable. Mais c'était moté des guerriers qui chérissaient la paix, des soldats qui espéraient ne jamais avoir à combattre, des êtres qui construisaient des armes terribles et qui faisaient ensuite tout leur possible pour ne pas les utiliser. Cela défiait toute logique traditionnelle, mais cela avait du sens si l'on comprenait d'où venaient les humains. « Directrice !» appela son assistante. « Le vote va commencer. » Zixte se dirigea vers la salle du conseil. Elle était pleine à craquer. Chaque espèce avait envoyé des représentants. Même ceux qui n'étaient pas officiellement membres du conseil voulaient assister à ce moment. Le président Moresh flottait au centre. Leur champ énergétique était désormais calme et déterminé. « Nous avons débattu, » commença Moresh. « Nous avons analysé. Nous avons longuement discuté avec les humains. Il nous faut maintenant choisir. Acceptons-nous l'humanité telle qu'elle est, avec son vaisseau de guerre et sa philosophie, ou la rejetons-nous et lui demandons-nous de revenir lorsqu'elle sera prête à répondre à nos attentes? Je souhaite prendre la parole avant le vote, demanda l'archiviste. Mesh acquiesça. Autorisation. Le cerveau flottant pulsait de pensée. J'ai étudié 3000 espèces au cours de ma vie. J'ai vu des civilisations naître et s'effondrer. J'ai observé toutes les variations de philosophie militaire, d'approche diplomatique et de valeurs culturelles. Les humains sont uniques, mais pas comme nous le pensions au départ. L'archiviste présenta des données. Chaque espèce pacifique de ce conseil atteint la paix par l'une des 3 voies. Première voie, l'évolution au-delà de la violence. Espèce ayant naturellement dépassé le besoin de conflit. Deuxième voie, l'épuisement. Espèce ayant combattu jusqu'à l'épuisement et ayant choisi la paix par faiblesse. Troisième voie, la protection. Espèce conquise ou protégée par d'autres et ayant adopté la paix comme condition de survie. Des images de diverses espèces et de leur histoire emplissaient les écrans. L'humanité emprunte une 4e voie. La paix par la dissuasion, la paix par la force. Elle tente de maintenir la paix non pas en renonçant à la violence, mais en la perfectionnant au point de la rendre superflue. C'est de la folie. L'ambassadeur de Pavnati marmonna quelque chose. L'archiviste était peut-être d'accord. Mais c'est aussi honnête. Ils ne prétendent pas être ce qu'ils ne sont pas. Ils nous montrent exactement qui ils sont et nous demandent de l'accepter. Créon se leva. J'ai terminé mon analyse. Les humains ont raison sur un point. Leurs actions militaires étaient défensives ou protectrices. Chaque guerre qu'ils ont menée l'a été contre des agresseurs. Chaque bataille qu'ils ont gagnée a été suivie de conditions équitables. Ce sont des guerriers, certes, mais pas des conquérants. Le collectif des éclats prit ensuite la parole, leur forme cristalline, résonnant à l'unisson. Nous estimons la probabilité d'une faible agression humaine à une forte probabilité d'alliance. L'espèce fait preuve d'une grande loyauté envers ses amis et d'une farouche vengeance contre ses ennemis. Ce schéma suggère un allié précieux, mais exigeant. Mesh parcourut la salle du regard. D'autres souhaitaient prendre la parole. L'ambassadeur Kilian se leva lentement. « Je suis venu ici prête à voter contre. L'indomptable m'effraie.
La puissance militaire humaine m'effraie. Mais je repense aux paroles de l'ambassadeur Chen sur l'importance de l'honnêteté. Les humains auraient-on pu envoyer un petit vaisseau diplomatique? Ça aurait pu dissimuler leur puissance militaire. Ils auraient peut-être pu feindre l'innocuité jusqu'à ce que nous leur fassions confiance. Les Hietzatir. Killian marqua une pause. Ils ne l'ont pas fait, ils nous ont montré leur épée. Ils nous ont laissé constater de quoi ils étaient capables. C'est soit de la folie, soit de la sincérité. Je commence à croire que c'est de la sincérité. Ils pourraient encore se servir de cette épée contre nous. L'ambassadeur Pavnati argumenta. Il le pourrait, concéda le Killion. Mais nous aussi. Chaque espèce ici possède des armes, des forces militaires, la capacité de recourir à la violence. Nous ne faisons que le dissimuler derrière de beaux discours et des navires diplomatiques. Peut-être les humains ont-ils raison. Peut-être vaut-il mieux être honnête sur ce que nous sommes. Zixtera s'avança. Je suis directeur de la sécurité depuis 40 ans. J'ai vu toutes sortes de menaces. Des espèces agressives, des espèces trompeuses, des espèces qui sourient tout en se préparant à vous poignarder dans le dos. Elle regarda l'exposition représentant les indomptables. Les humains ne sont pas comme ça. Ils sont différents. Quelque chose pour lequel nous n'avons pas de catégorie. Ils sont dangereux, mais pas agressifs. Puissants, mais pas expansionnistes. Capables de guerre, mais préférant la paix. Ça ne veut pas dire qu'on devrait leur faire confiance, objecta quelqu'un. Non, approuva Sixte. Mais ça veut dire qu'on devrait collaborer avec eux. Parce qu'une espèce comme celle-ci, soit elle sera notre plus grand allié, soit notre pire ennemi, et je préfère m'assurer qu'elle soit la première option. Mesh s'assombrit, plongé dans ses pensées. L'ambassadeur Pavnati n'a pas pris la parole. Vous avez des sentiments très tranchés à l'égard des humains. Le Pavnati resta silencieux un long moment. Ses plumes étaient plaquées contre son corps. Oui, des sentiments forts. Mon peuple est mort à la station Kessler. Des armes humaines les ont tués. Je ne l'oublierai jamais. Alors, vous votez non? Demanda Moresh. Le Pavnati hésita. Je le voudrais, mais j'ai examiné les rapports de bataille. Notre flotte a tiré la première. Notre amiral a refusé de communiquer. Nos vaisseaux n'ont capitulé que lorsque la moitié de nos forces auraient été anéanties. Les humains auraient pu tous nous tuer. Ils ont choisi de ne pas le faire. Il leva les yeux vers Mesh. J'ai du mal à le dire, mais les humains ont combattu loyalement. Ils nous ont donné des occasions de nous rendre. Ils nous ont prodigué des soins médicaux par la suite. Ils n'ont pas exécuté notre amiral, alors qu'ils en avaient là la possibilité. Au regard des règles de la guerre, ils ont agi avec honneur. Alors, votez oui. Je vote pour l'acceptation, non pour la confiance, non pour l'amitié, mais pour l'acceptation de la nature humaine et la nécessité de faire face à cette réalité. Le champ énergétique de Mesh s'intensifia. Alors, votons. Tous sont favorables à l'acceptation de la participation humaine au sommet avec l'indomptable comme représentant. Les mains se levèrent, les lumières clignotèrent, les votes furent comptés. Le résultat était serré. Mais il était clair, le vote est adopté. Mesh annonça. L'humanité est acceptée. Les indomptables seront autorisés à participer au sommet. Sixte ouvrit un canal vers le vaisseau humain. Le capitaine Rodriguez apparut à l'écran. Capitaine Rodriguez, ambassadeur Chen, le conseil a voté. Vous avez l'autorisation d'accoster et d'assister au sommet. Bienvenue dans la communauté galactique. Le visage sévère de Rodriguez s'illumina d'un sourire. C'était la première fois qu'il la voyait sourire. Elle paraissait plus jeune, plus humaine. Merci, Monsieur le Président. Nous ne vous décevrons pas. Veillez à ce que ce ne soit pas le cas, dit Mesh. Mais il y avait de la chaleur dans ses paroles. Et capitaine, la prochaine fois, peut-être pourriez-vous joindre une explication à vos titres de compétence. Ça nous éviterait bien des soucis, rit Rodriguez. Compris. On ajoutera une note, c'est un navire de guerre. Pas de problème, voici pourquoi. Ce serait utile, dit Mesh d'un ton sec. Le chenal se referma sur la station du Conseil. Les espèces observèrent l'indomptable quitter la file d'attente pour rejoindre le quai diplomatique. Sa présence détonnait parmi les élégants et délicats navires diplomatiques. Tel un loup parmi des brebis, il s'est pourtant accosté.
changeant radicalement le regard que l'on portait sur lui. Ce n'était plus un prédateur, mais un chien de garde. Puissant et dangereux, certes, mais tourné vers l'extérieur, protecteur et non menaçant. D'autres navires commencèrent à accoster. Le sommet allait se poursuivre. Mais chacun savait que quelque chose avait changé. La galaxie venait d'accueillir une nouvelle espèce au sein de sa communauté. Une espèce qui apportait les armes aux négociations de paix. Une espèce qui ne voyait aucune contradiction entre force et paix. La semaine suivante, le sommet se déroula sans incident. Rodriguez et Chen assistèrent à toutes les sessions. Les humains écoutaient plus qu'ils ne parlaient. Ils posaient l'un des questions. Ils proposaient des solutions. Ils collaboraient avec les autres espèces au lieu d'imposer leur volonté. Et chaque soir, les délégués regagnaient leur vaisseau. Ils croisaient l'indomptable sur leur chemin. Certains éprouvaient encore de la peur à sa vue, d'autres de la curiosité. Mais peu à peu, un nouveau sentiment émergea, la sécurité. La galaxie abritait des espèces dangereuses, pirates, pillards, empires agressifs guettant la moindre occasion d'étendre leur territoire. La présence de l'indomptable à son sommet dissuadait ces menaces d'attaquer. Le vaisseau de guerre constituait un moyen de dissuasion non seulement pour les humains, mais pour tous. Le dernier jour, une crise éclata. Un appel de détresse provenant d'un système. Voisins, des pirates attaquaient un convoi civil. 3 navires remplis de réfugiés. Le Conseil débattit de l'opportunité d'envoyer une réponse. L'organisation prendrait des heures. Les réfugiés seraient peut-être morts d'ici là. Rodriguez se leva. L'indomptable peut être là dans 20 minutes. Un silence de mort s'installa. C'était l'épreuve. Le moment où les humains révéleraient leur véritable nature. Allaient-ils aider? Allaient-ils exiger une compensation? Allaient-ils instrumentaliser la situation à des fins politiques? Vas-y, dit simplement Mèche. Sauve-les. Rodriguez acquiesça et quitta la pièce. 10 minutes plus tard, l'indomptable se désamarra. Ses moteurs s'allumèrent. Le vaisseau passa à une vitesse supraluminique. 23 minutes plus tard, la voix de Rodriguez retentit dans le communicateur. Les pirates ont fui. Les réfugiés sont en sécurité. Aucun blessé. L'indomptable retourne à sa station. Aucune exigence. Aucune demande de paiement. Aucune condition politique. Juste une mission, accomplie rapidement et efficacement. Lorsque l'indomptable s'amarra de nouveau, le regard des autres espèces avait changé. La peur avait disparu. À sa place, on observait une forme de respect, voire de gratitude. Lors de la cérémonie de clôture, Mèche prit la parole. Ce sommet nous a appris beaucoup de choses, mais la plus importante est peut-être celle-ci. La paix revêt de nombreuses formes. Certaines espèces la maintiennent par la bienveillance, d'autres par l'isolement, d'autres encore par une diplomatie avisée, et certaines, comme l'humanité, par la force. Mèche regarda Rodriguez et Chen. Nous apprenons qu'il n'existe pas de voie unique vers la paix. Chaque espèce doit trouver la sienne. Les humains ont trouvé la leur.